Ce matin-là, la ruelle en périphérie de Saint-Denis résonnait du tumulte d'un marché sauvage. Le vacarme des vendeurs à la criée, les enfants qui couraient et l'arôme des merguez grillées se mêlaient à la poussière de la rue à peine arrosée. Au milieu de cette cohue, une jeune femme d'une vingtaine d'années poussait un vieux caddie rempli de sacs poubelles et de bouteilles vides. Ses vêtements étaient élimés, son visage maculé de sueur et de crasse, et ses cheveux attachés à la hâte. Les gens la connaissaient simplement sous le nom de Manon. La jeune chiffonnière qu'on voyait souvent aux abords du marché. Peu de gens le savaient, mais Manon arrivait toujours aux aurores et repartait au crépuscule. Elle parlait rarement, se contentant de baisser la tête et de travailler. Mais derrière cette apparente simplicité, il y avait quelque chose de différent dans sa façon d'observer les gens, dans sa démarche régulière, et dans l'acuité de son regard lorsqu'elle remarquait quelque chose de suspect. Ce jour-là, l'ambiance au marché était légèrement tendue. Plusieurs commerçants chuchotaient à propos de 2 policiers en patrouille qui venaient souvent, non pas pour maintenir l'ordre, mais pour racketter les petits vendeurs. Hier, ils ont pris 50 € au père Driss, juste parce que son étalage était soi-disant sur le passage, confia une maraîchère. C'était juste une petite bâche par terre, ajouta une autre. Manon entendit tout sans rien dire. Elle continuait de trier les déchets plastiques sur le bord du trottoir, mais à l'intérieur, quelque chose commençait à bouillonner. Elle avait déjà mémorisé les visages des 2 policiers. Le brigadier Leroy et le gardien Morel, déjà tristement célèbres dans le quartier pour leur arrogance. Vers midi, les 2 policiers firent leur apparition. Leurs motos de service s'arrêtèrent en plein milieu du passage du marché, gyrophares allumés, comme s'il s'agissait d'une opération d'envergure. Tout le monde se tut. Certains firent semblant d'être occupés, d'autres s'écartèrent. « Et, ton étalage bloque le passage, là ?» lança le brigadier Leroy à un vendeur de fruits. « Pardon, monsieur l'agent. »« Juste un instant, je vais ranger, » répondit le commerçant, craintif. « C'est ça, tu disais déjà ça tout à l'heure. »« Bon, si tu veux être tranquille, tu sais comment ça marche, » dit Leroy en tapotant la poche de sa veste, un geste sans équivoque. Le vendeur, l'air résigné, glissa quelques billets dans la main tendue. Morel, le collègue de Leroy, se contenta de ricaner en balayant la scène du regard. « C'est l'habitude, chef. S'ils ne veulent pas d'ennui, ils paient, » dit-il en tournant son regard vers Manon, qui ramassait une bouteille non loin de là. Leurs regards se croisèrent un instant. Morel eut un sourire méprisant. « Tiens, voilà la chiffonnière. Tu fais pas du commerce illégal, toi aussi ? Ton caddie ressemble à une décharge. » dit-il en donnant un coup de pied dans la roue du chariot de Manon. Manon se retint de réagir. « Pardon, monsieur. »« Je ne fais que ramasser les bouteilles vides, » dit-elle doucement. « Ramasse ?»« C'est un espace public ici. Tu gênes la circulation. Si tu veux être tranquille, tu ferais mieux de payer pour la sécurité, » rétorqua le roi d'un ton dédaigneux. Plusieurs personnes commençaient à regarder, mais personne n'osait intervenir. Il savait que s'opposer à des policiers comme le roi pouvait avoir de lourdes conséquences. Mais ce jour-là ne se déroula pas comme d'habitude. Manon les fixa longuement. Elle ne montra aucune colère ouverte, mais ses yeux brillaient d'une tension glaciale. « Je n'ai pas d'argent, monsieur. Mais si vous me dérangez encore, je porterai plainte, » dit-elle fermement. Le silence se fit. Morel éclata d'un rire moqueur. « Porteur plainte ? Contre qui ? Tu te prends pour qui, hein ? Une chiffonnière qui fait sa loi. » Le roi posa la main sur l'épaule de Morel. « Laisse tomber. Demain, elle aura disparu. » Ils partirent dans un éclat de rire méprisant, laissant Manon courbée sur son chariot. Mais derrière son calme apparent, quelque chose avait changé sur son visage. Ce n'était plus le visage d'une jeune femme vulnérable, mais celui de quelqu'un qui préparait sa riposte. Le soir venu, Manon s'assit dans son studio miteux. Elle alluma une petite lampe, ouvrit un vieux sac en toile et sortit un smartphone à l'écran fissuré. Sur l'écran apparut une application de messagerie sécurisée avec des messages d'une personne nommée Commandant A. Commandant A, cible repérée ? Manon, oui. 2 agents rackettent régulièrement les vendeurs. Localisation, marché de Saint-Denis. Commandant A, bien. Assurez-vous qu'il soit pris en flagrant délit. Mais ne faites pas de vagues pour l'instant. Manon, reçu. J'attends le bon moment. Manon fixa l'écran un long moment avant de ranger le téléphone. Elle prit une profonde inspiration. Tout ce qu'elle faisait depuis des mois, se faire passer pour une chiffonnière, vivre parmi les petites gens, n'était pas le fruit du hasard, mais une mission. Elle était une agent d'infiltration de l'IGPN, Inspection générale de la police nationale, chargée d'enquêter sur des rapports de corruption et de racket au sein même de la police.
Cela faisait 3 mois qu'elle vivait sous cette fausse identité, endurant les humiliations et feignant la misère. Mais ce soir-là, elle savait que sa couverture touchait à sa fin. Elle n'avait besoin que d'un dernier moment. Le moment où ses agents baisseraient leur garde. Le lendemain matin, le marché retrouva son agitation habituelle. Mais Manon ne se contentait plus de ramasser des déchets. Sous sa veste usée était dissimulée une caméra miniature et un micro relié directement à son équipe, posté dans une voiture banalisée non loin de là. Elle savait qu'il reviendrait ce jour-là. Comme prévu, vers 11 heures, le bruit des motos de police se fit entendre. Le brigadier Leroy et Morel arrivèrent avec la même arrogance, lunettes de soleil sur le nez. Ils s'arrêtèrent devant l'étal du vendeur de fruits qu'ils avaient racketté la veille. « Alors ? Elle est où, ta contribution d'aujourd'hui » aboya Leroy. Le commerçant tremblait. « Monsieur, je vous ai déjà donné 50 € hier. 50 € pour 2 policiers ? Tu te fiches de nous » lança Morel d'un ton sarcastique. Manon observait de loin. Sa main tremblait légèrement, maîtrisant son émotion. Elle jeta un œil à la caméra sur sa poitrine, s'assurant que tout était enregistré. C'est alors que se produisit l'inattendu. Manon s'approcha d'un pas calme. « Messieurs, laissez ce vendeur tranquille, dit-elle d'une voix neutre. Leroy la regarda avec mépris. « Tiens, te revoilà, toi. La chiffonnière qui joue les justiciers ? Tu veux t'opposer à la police ?» dit-il en la bousculant. Le caddie de Manon vacilla, des bouteilles tombèrent dans un grand fracas. Quelques personnes poussèrent de petits cris, mais personne n'osa s'interposer. Manon fixa Leroy droit dans les yeux. « Je vous ai dit de les laisser tranquilles, » répéta-t-elle. Cette fois, son ton était différent, glacial. Morel writ. « Sinon quoi ? Tu vas le dire à qui ? Au président ?» Manon ne répondit pas. Mais sa main glissa lentement dans la poche de sa veste. Elle en sortit quelque chose qui fit instantanément pâlir les 2 policiers. Une petite arme de service, qu'elle pointa droit sur le roi. Les commerçants et les clients restèrent figés. Le marché, d'ordinaire si bruyant, devint soudain silencieux. Le roi était pétrifié, le visage blême. « T'es qui, toi, en fait » bégaya-t-il. Manon le regarda fixement, sans ciller. « Je m'appelle Manon Dubois. Agent de l'IGPN. Et vous êtes tous les 2 en état d'arrestation pour extorsion et abus de pouvoir. » Un murmure parcourut la foule. Quelques personnes applaudirent discrètement, d'autres se couvraient la bouche, incrédules. Le roi tenta de reculer, mais du bout de la rue, 4 agents de l'IGPN en civil surgirent, encerclant rapidement la zone. Morel tenta de s'enfuir, mais Manon projeta son caddie contre ses jambes. Il s'effondra et, en quelques secondes, ses mains furent menottées. Le visage de Leroy était rouge de fureur. « Merde. Tu étais en couverture depuis tout ce temps ?» Manon le regarda froidement. « Exactement. Et toutes les preuves de vos raquettes ont été enregistrées. » Elle abaissa lentement son arme, faisant signe à son équipe d'emmener les 2 policiers vers la voiture. Après l'arrestation des 2 agents, l'atmosphère du marché de Saint-Denis changea radicalement. Les habitants, autrefois craintifs, commençaient à parler ouvertement. Plusieurs commerçants pleurèrent même de soulagement en voyant le brigadier Leroy et le gardien Morel emmenés, menottés, dans la voiture de l'IGPN. Manon se tenait au milieu de la foule, portant toujours sa veste élimée. Il n'y avait pas de sourire de victoire sur son visage, seulement un regard vide et profond. Elle savait que sa mission n'était pas terminée. Ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. La voiture de l'IGPN quitta les lieux, et un par un, les commerçants s'approchèrent d'elle. « Madame. »« Mademoiselle Manon, merci beaucoup. On pensait vraiment que vous étiez une chiffonnière, » dit une vieille maraîchère avec un sourire timide. Manon hocha simplement la tête. « Je ne faisais que mon travail, madame. S'il vous plaît, ne parlez de ça à personne. J'ai encore des choses à régler. » La femme acquiesça et serra Manon brièvement dans ses bras. « Faites attention, ma petite. Les policiers comme ça, il y en a beaucoup. Ils n'aiment pas ceux qui leur tiennent tête. » Manon esquissa un sourire et s'éloigna. Mais dans sa tête, la phrase de la vieille dame résonnait. Ils n'aiment pas ceux qui leur tiennent tête. Une nuit agitée. Le soir même, au quartier général temporaire de l'équipe de l'IGPN, l'ambiance de la réunion était tendue. Le commandant A, un homme d'une 50aine d'années au visage dur et au regard expérimenté, fixait l'écran d'ordinateur qui diffusait l'enregistrement de l'intervention de Manon au marché. « Bon travail, Manon, dit-il d'un ton neutre. Mais la situation se complique.
Nous avons reçu des informations selon lesquelles Leroy et Morel ne sont pas de simples exécutants. Il y a un gros bonnet derrière eux. Manon le regarda sérieusement. Qui, commandant? Nous n'en sommes pas encore sûrs. Mais les rapports financiers de leur commissariat montrent des flux d'argent vers plusieurs comptes, dont un appartenant au commissaire divisionnaire Durand. Manon fronça les sourcils. Elle connaissait ce nom. Le commissaire Durand, un haut fonctionnaire de la préfecture de police, réputé pour son intégrité. Mais dans les cercles du renseignement, la rumeur courait depuis longtemps qu'il contrôlait son propre réseau de raquettes dans les secteurs de la petite économie. Si ces soupçons sont fondés, poursuivit le commandant A, alors tu viens de frapper dans une fourmilière, et ils vont te chercher. Manon resta silencieuse un instant. Elle connaissait les risques depuis le début. Mais entendre un nom aussi important la troublait. Quelle est la prochaine étape, commandant? Tu vas te mettre au vert. Nous prenons le relais pour la suite de l'enquête. Manon le regarda, désapprobatrice. Sauf votre respect, commandant, je ne peux pas m'arrêter maintenant. Je suis trop impliquée sur le terrain. C'est un ordre, Manon, coupa le commandant, ferme. Nous ne voulons pas que tu deviennes une cible. Compris? Manon finit par hocher la tête, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne resterait pas inactive. Une matinée sombre. 2 jours plus tard, Manon retourna dans son studio miteux, dans un quartier voisin. Elle essayait de vivre normalement. Mais depuis l'aube, elle sentait que quelque chose n'allait pas. À 2 reprises, elle avait vu une moto noire sans plaque d'immatriculation s'arrêter non loin de son immeuble. La nuit, des bruits de pas s'étaient fait entendre dans la ruelle derrière chez elle. Manon éteignit la lumière, s'approcha de la fenêtre et regarda à travers l'interstice des rideaux. 2 hommes en civil se tenaient devant l'immeuble abandonné d'en face, parlant à voix basse en fumant. D'après leur posture, ce n'étaient pas des riverains. Manon prit une profonde inspiration, prit son arme de service dans un tiroir et la glissa à sa ceinture. Elle savait que ce n'était pas une impression. Elle était traquée. À 23 heures précises, alors qu'elle s'apprêtait à éteindre son téléphone, un message arriva d'un numéro inconnu. Tu croyais pouvoir nettoyer la porcherie? On sait qui tu es, petite agente de l'IGPN. Le message lui glaça le sang. Pas une minute plus tard, elle entendit un bruit de verre brisé à l'arrière de l'appartement. Elle roula instantanément sur le sol, se mettant en position de défense. 2 ombres escaladèrent le mur du fond et entrèrent dans la petite cour. Trobes-la. Elle ne doit pas s'échapper. Entendit-elle. Manon rampa jusqu'à la porte de la cuisine et attendit que les bruits de pas se rapprochent. Dès qu'un homme passa devant la cuisine, elle le frappa à la nuque avec la crosse de son pistolet. L'homme s'effondra sans un bruit. L'autre entendit le mouvement et tira 2 fois en direction de la cuisine. Les balles transpercèrent la cloison en plâtre, faisant voler des éclats. Manon courut vers l'entrée, sauta par la fenêtre du rez-de-chaussée et s'enfuit dans la ruelle. La voiture banalisée de son équipe était en attente à quelques pâtés de maison de là, mais elle ne pouvait pas les contacter. Son téléphone était resté sur la table de la cuisine. Elle courut sans bruit entre les passages étroits, puis s'arrêta devant une petite église de quartier. Là, un vieux gardien qui la connaissait comme la chiffonnière du coin ouvrit la porte. « Manon, pourquoi courez-vous comme ça en pleine nuit ?» Manon se contenta de murmurer, « S'il vous plaît, éteignez toutes les lumières. Ne sortez pas. Il y a des gens qui me cherchent. » Le vieil homme hocha la tête sans poser de questions. Manon se cacha dans la sacristie, retenant son souffle. Dehors, elle entendit une voiture s'arrêter. Vérifiez l'église. Je suis sûre qu'elle est allée par là. Manon serra son pistolet. Elle savait que s'il la trouvait, tout serait fini. Mais, sortie de nulle part, une sirène de police se fit entendre au loin. Les hommes qui la poursuivaient paniquèrent. Demi-tour, vite. Il y a une patrouille qui arrive. Leurs pas s'éloignèrent. Manon n'osa sortir que quelques minutes plus tard. Le vieux gardien la regarda, inquiet. « Mais qui êtes-vous vraiment, ma petite ?» Manon le regarda avec un sourire fatigué. « Juste quelqu'un qui cherche la justice, mon père. » La chaîne de la corruption. Le lendemain matin, Manon contacta le commandant A depuis un cybercafé. « Commandant, ils connaissent mon identité. Tu es en sécurité ? » « Pour l'instant, oui. Mais il faut faire vite. Si c'est vraiment le commissaire Durand qui est derrière tout ça, je peux aider à trouver plus de preuves. Ne sois pas imprudente, Manon. Nous montons une équipe spéciale. Attends les ordres. » Cependant, Manon ne pouvait pas se contenter d'attendre. Elle avait récupéré un enregistrement vocal sur le téléphone de Leroy, saisi par l'équipe.
En l'examinant, elle entendit un message vocal d'une voix qui lui était très familière. « Ne t'inquiète pas, verse l'argent sur le compte habituel. Je m'occupe des petits commerçants. Faut juste pas que ça fuite dans les médias. » Manon repassa le message plusieurs fois. Elle reconnaissait cette voix, le commissaire Durand. Avec cette preuve, elle décida d'agir seule. Elle savait que le commandant la réprimanderait, mais le temps pressait. La dernière étape. La nuit suivante, Manon infiltra un autre lieu. Cette fois, non pas en chiffonnière, mais en agent d'entretien au commissariat central. Elle avait obtenu un accès grâce à un contact qu'elle avait aidé sur le terrain par le passé. Elle longea les longs couloirs déserts du bâtiment. Les caméras de surveillance tournaient lentement dans les coins. Mais elle connaissait déjà les angles morts de chaque caméra. Elle entra dans le bureau de la comptabilité interne, ouvrit un tiroir avec un double de clés, et trouva plusieurs bordereaux de virements. Les noms des bénéficiaires lui coupèrent le souffle. Il n'y avait pas seulement Durand, plusieurs autres officiers recevaient également des fonds provenant du racket de la sécurité du marché. Alors qu'elle photographiait les documents avec une micro-caméra, la lumière du bureau s'alluma soudainement. « Je me doutais bien que tu serais du genre têtu, Manon. » Une silhouette imposante apparut sur le seuil. Le commissaire Durand, en uniforme, son arme de service à la ceinture. Son regard était glacial, ses lèvres formaient un léger sourire. « Les jeunes ambitieux comme toi oublient toujours une chose, » dit-il doucement en s'approchant. « Dans cette institution, la vérité appartient à ceux qui ont le pouvoir. Et tu n'es qu'un pion. » Manon ne flancha pas. Elle le regarda droit dans les yeux. « Si un pion peut faire tomber le roi, je veux bien être sacrifié, monsieur le commissaire. » Durand eut un rire bref. « Tu as du cran. » Il leva lentement son pistolet, le pointant sur la poitrine de Manon. Mais avant qu'il ne puisse appuyer sur la détente, la porte s'ouvrit violemment. « Posez votre arme, commissaire. » Le commandant entra, suivi de plusieurs agents de l'IGPN lourdement armés. Ils surveillaient les mouvements de Manon depuis l'après-midi. Manon avait réussi à envoyer un signal de détresse grâce à un dispositif caché dans sa montre. Durand, surpris, tenta de résister, mais un tir de semonce le fit capituler. « Manon, tu es folle. »« Mais brillante, » dit le commandant en lui tapotant l'épaule. « La vérité et ses conséquences. » Ce matin-là, Saint-Denis était encore enveloppé d'une brume légère. L'air humide recouvrait l'asphalte et les toits. Dans une planque de l'IGPN, Manon était assise seule sur une petite terrasse, fixant une tasse de café froid. Ses yeux étaient rouges de fatigue. L'arrestation du commissaire Durand aurait dû être une fin. Mais en réalité, ce n'était que le début d'une tempête bien plus grande. Au cours des 2 derniers jours, les médias avaient commencé à parler de policiers racketteurs arrêtés grâce à une agent d'infiltration. Mais curieusement, le nom de Manon n'était jamais mentionné. Le commandant lui avait demandé de rester invisible, pour sa sécurité. Cependant, ce matin-là, en allumant la petite télévision du salon, elle entendit un reportage qui lui fit monter le sang à la tête. Selon des sources policières, l'incident armé au commissariat central serait lié à une faute administrative interne. Il n'y aurait aucune preuve solide de l'implication d'un haut fonctionnaire. Manon jeta la télécommande sur la table. Faute administrative ? C'est une blague. Ils essaient d'étouffer l'affaire. Elle se leva, faisant les 100 pas dans la petite pièce. Toutes les preuves étaient là, les enregistrements, les documents, les virements. Mais comme toujours, dès que l'affaire touchait les hautes sphères, tout commençait à être édulcoré. Quelques heures plus tard, le commandant arriva. Son visage semblait plus vieux, cerné, sa voix était lourde. « Manon, tu dois rester calme. Le comité d'éthique nous demande de retenir la publication des preuves supplémentaires. » « Retenir, commandant ? Ça veut dire qu'ils veulent enterrer l'affaire. » « Je sais. Mais si tu t'obstines, ils peuvent retourner l'affaire contre toi. Ils peuvent dire que tu as outrepassé tes droits, voire que tu as manipulé les preuves. » Manon le regarda avec amertume. « Alors on les laisse faire leur sale boulot et se blanchir ? » Le commandant soupira longuement. « Parfois, pour nettoyer la boue, il faut attendre que l'eau se calme. » Mais Manon ne voulait pas attendre. Elle savait que chaque heure qui passait signifiait que des preuves pouvaient disparaître, des témoins être réduits au silence. Le plan de l'ombre. Cette nuit-là, Manon rouvrit son ordinateur. Elle avait conservé une copie de toutes les données sur une clé USB de secours. Elle savait que le seul moyen de faire éclater la vérité était de la divulguer au public. Mais pas n'importe comment. Elle contacta quelqu'un via une messagerie cryptée. « Manon, j'ai des données sur la corruption au sein de la police,
mais elles doivent être diffusées avec des preuves visuelles. Utilisateur, qui êtes-vous? Manon, appelez-moi le témoin. Cette personne était Julien, un jeune journaliste d'investigation indépendant, connu pour son courage à révéler de grosses affaires. Manon le suivait depuis longtemps. Ce n'était pas un journaliste à la solde, mais un idéaliste têtu. Ils convinrent de se rencontrer le lendemain soir dans un vieux café-tabac près de la gare. La rencontre au café. La pluie tombait à verse cette nuit-là. Manon arriva vêtue d'une veste noire et d'une casquette. Le café était presque vide. Seulement 2 autres clients. Julien était déjà assis dans un coin, avec son ordinateur et une petite caméra. Manon s'assit en face de lui sans préambule et posa la clé USB sur la table. Tout est là-dedans. Les virements, les enregistrements, et la vidéo de l'arrestation. Julien la regarda sérieusement. Si c'est vrai, vous réalisez les risques? Je sais. Mais si la vérité reste cachée, elle ne sert à rien. Julien ouvrit le premier fichier. Son expression changea immédiatement. Il vit la vidéo de Durand signant un bordereau de virement et entendit clairement sa voix. Verse sur le compte habituel. Faut pas que ça fuite dans les médias. Il referma lentement l'ordinateur. Je vous promets que ça sortira. Mais nous devons être prudents. Ils doivent déjà vous surveiller. Manon hocha la tête. Je suis prête depuis le début. Mais sans qu'ils s'en rendent compte, de l'autre côté de la rue, 2 hommes en civil observaient le café depuis leur voiture. L'un d'eux parlait dans une petite radio. La cible est localisée. On attend les ordres. Course-poursuite sous la pluie. La rencontre terminée, Manon et Julien se séparèrent. Mais à peine avait-elle fait quelques mètres, qu'elle entendit le bruit d'un moteur de voiture s'approcher rapidement. Les phares l'aveuglèrent. « Stop !» cria Théon depuis la voiture. Manon se mit à courir vers une ruelle. Un coup de feu fut tiré en l'air, faisant crier les riverains qui fermaient leurs portes. Manon se baissa, sauta par-dessus une petite clôture et entra dans une zone résidentielle dense. Elle se cacha derrière un mur humide, la respiration haletante. La pluie redoublait d'intensité. Au bout de la rue, les 2 hommes la poursuivaient, armes au poing. Ce n'étaient pas des voyous. Leur mouvement était trop professionnel. L'un d'eux cria, « Durand est tombé à cause de toi. Maintenant, c'est ton tour de disparaître. » Manon décida de les attirer. Elle donna un coup de pied dans une boîte de conserve, faisant du bruit, puis se déplaça sur la droite de la ruelle. Dès que l'un des hommes s'approcha, elle se laissa tomber d'un petit toit en tôle et le frappa à l'épaule. L'homme tomba. Son arme glissa au loin. L'autre tira 2 fois, mais les balles se perdirent dans la nuit. Manon courut à travers la ruelle boueuse, grimpa sur une vieille moto garée devant un magasin fermé. Elle força le démarrage et s'élança à toute vitesse vers le boulevard. La voiture noire la prit en chasse, traversant les flaques d'eau dans un concert de klaxons. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'asphalte glissant, donnant à la scène des allures de film d'action. Mais Manon avait un plan. Sous un pont du périphérique, Julien l'attendait avec sa voiture. Elle ouvrit la portière, sauta à l'intérieur et ils démarrèrent en trombe vers la banlieue sud. La vérité diffusée. Quelques heures plus tard, dans un appartement vide à Créteil, Julien regardait son écran d'ordinateur avec tension. Il était en train de télécharger la vidéo et les documents sur le réseau d'un consortium de médias nationaux. Si la connexion tient, dans 5 minutes, la nouvelle sera sur tous les portails d'information, dit-il. Manon était assise par terre, fixant l'écran. Dès que cette vidéo sera en ligne, ils nous traqueront sans relâche. Julian Surratt Fablement. Oui. Mais si tout le monde est au courant, ils ne pourront plus nous réduire au silence. À 3h17 précises, le téléchargement fut terminé. La vidéo, intitulée « Preuve de corruption interne, la voix de l'uniforme », fut diffusée sur de multiples plateformes. En quelques minutes, le sujet devint viral. Les hashtags « Nettoyons la police » et « La voix de la vérité » devinrent les sujets les plus discutés. Mais peu de temps après, l'électricité dans l'appartement fut coupée. Julien regarda par la fenêtre. Je crois qu'ils ont trouvé cet endroit. Manon prit une profonde inspiration. Nous devons nous séparer. Tu prends les copies de sauvegarde et tu les donnes à d'autres médias. J'attire leur attention. Tu es folle. C'est du suicide. Si on se fait prendre tous les deux, personne ne pourra continuer le combat. Fais-moi confiance, Julien. Julien resta silencieux un instant, puis hocha la tête, gravement. D'accord. Mais promets-moi une chose. Sortez-en vivante. Manon eut un léger sourire.
Je vais essayer. La fuite vers l'aube. Manon sortit de l'immeuble d'un pas rapide, se glissant entre les ombres. Des voitures noires étaient alignées au bout de la rue, leurs gyrophares bleus et rouges clignotant lentement. Elle savait que ce n'était pas une opération officielle de l'IGPN. C'était une opération de l'ombre, menée par les fidèles de Durand. Sans réfléchir, elle courut vers le petit bois derrière la résidence. Ses pas faisaient du bruit sur le sol détrempé. Au loin, elle entendit des chiens de piste aboyer. Manon continua de courir jusqu'à ce qu'elle trouve le canal Saint-Denis. Elle descendit le long de la berge et entra dans l'eau froide jusqu'à la taille, se cachant derrière les grosses racines d'un platane. Retenant son souffle, elle vit la lumière des lampes torchées danser à la surface de l'eau. Un homme cria, « Elle ne doit pas être loin. » Fouillez tout. Mais alors qu'il se dispersait, Manon plongea lentement de l'autre côté du canal et disparut dans l'obscurité. Un nouveau matin. Le soleil commençait à se lever lorsque Manon émergea sur une petite route de banlieue. Ses vêtements étaient trempés, ses cheveux en désordre, mais son regard restait vif. Elle vit les gros titres sur les journaux d'un kiosque. Scandale majeur au sein de la police nationale. Les données d'une agent d'infiltration secouent l'institution. Elle poussa un soupir de soulagement. La vérité était sortie. Cependant, sous le titre principal, il y avait une autre nouvelle, plus petite, dans un coin. L'identité de l'agent reste mystérieuse. La police annonce la création d'une cellule de crise pour la protéger. Manon Surratt Fablement. Elle savait que « protéger » ne signifiait pas toujours « mettre en sécurité ». Mais pour la première fois, elle sentait que son combat n'avait pas été vain. Elle regarda le soleil qui se levait derrière les immeubles. « Ils ont peut-être les uniformes, mais le peuple a des yeux », murmura-t-elle. Epilogue. 3 jours après l'explosion de l'affaire, le pays était en émoi. À la télévision, dans les cafés, sur les réseaux sociaux, tout le monde parlait de la mystérieuse agent de l'IGPN qui avait osé révéler la corruption. Mais derrière cette agitation, Manon vivait dans l'ombre. Elle changeait de cachette en cachette. Dormant parfois dans des bâtiments abandonnés, parfois dans des églises. Elle avait coupé ses cheveux courts pour ne pas être reconnue. Dans sa main, elle gardait toujours la clé USB originale et ses notes personnelles. Cette nuit-là, elle se cachait chez une vieille veuve nommée Madame Martine, qu'il avait connue quand elle se faisait passer pour une chiffonnière au marché. « Manon, mangez quelque chose. Ne vous contentez pas de café. Vous êtes toute pâle, » dit Madame Martine en apportant un bol de soupe chaude et une baguette. Manon Surratt Fablement. Merci, madame. Ça va aller. C'est un drôle de pays, ma petite. On protège les crapules et on traque les gens honnêtes, murmura Madame Martine en la regardant avec pitié. Manon resta silencieuse. Elle savait que la vieille dame avait raison. Pendant ce temps, à Paris, le commandant a été convoqué devant le conseil d'éthique. Il se tenait debout face au haut gradé qui examinait toutes les actions de son équipe. Vous avez autorisé un agent à mener une opération non autorisée, causant un tort considérable à l'image de l'institution, déclara l'un des officiels d'un ton glacial. Le commandant a répondu calmement. Ce qui est terni, ce n'est pas l'image de l'institution, monsieur, mais le cœur de certains hommes. Si cette institution a peur de la vérité, nous avons déjà perdu avant même de combattre. Le silence se fit dans la salle. Plusieurs membres du conseil se regardèrent. Ils ne pouvaient pas le sanctionner directement, car l'opinion publique soutenait massivement Manon et son équipe. Mais les pressions politiques venaient de toutes parts. Au même moment, devant la préfecture, des centaines d'étudiants manifestaient. Ils brandissaient des pancartes « Nettoyons l'institution »,« Protégez Manon », et la vérité ne peut être réduite au silence. Mais d'un autre côté, la colère grondait aussi. Plusieurs hauts fonctionnaires se sentaient menacés, considérant Manon comme une traîtresse à l'uniforme. Une balle au crépuscule. Cet après-midi-là, Manon marchait seule le long du canal, essayant de capter du réseau pour contacter le commandant A. Elle n'avait pas eu de nouvelles depuis des semaines. Le ciel orangé se reflétait sur l'eau. Le vent apportait une odeur de terre humide. Soudain, un bruit de moteur se fit entendre au loin. 2 motos roulaient lentement dans sa direction. L'instinct de Manon se mit en alerte. Elle baissa son téléphone, les fixant attentivement. Toute seule, l'agent de l'IGPN lança l'un d'eux d'un ton moqueur. Manon recula d'un pas. « Qui êtes-vous » ? Juste des gens envoyés pour finir le travail. Avant qu'elle ne puisse répondre, le premier coup de feu partit. Manon roula instinctivement dans le fossé le long du canal. La balle manqua sa cible et frappa un tronc d'arbre.
Elle sortit son arme de son sac, répliquant par 2 tirs. L'un des assaillants tomba. Sa moto dérapa. L'autre s'enfuit vers la route principale. Manon courut vers la moto tombée, vérifiant l'identité de l'homme. Sous sa veste noire, elle trouva un petit insigne de police dissimulé. Manon fut secouée. Ce n'étaient pas des voyous. C'étaient des leurs. La dernière rencontre. La nuit tombée, Manon réussit à joindre le commandant via une ligne sécurisée. Commandant, je viens de me faire attaquer. D'après l'insigne que j'ai trouvé, c'était des nôtres. La voix à l'autre bout du fil était lourde. Je sais, Manon. Il y a une faction au sein de la police qui est toujours fidèle à Durand. Ils veulent se venger. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai envoyé un rapport complet au président, mais la situation est sensible. Tu dois rester caché jusqu'à ce que tu reçoives une convocation officielle. Manon resta silencieuse un long moment. J'en ai marre, commandant. Marre de me cacher, marre d'être suspectée, marre d'être attaquée par ceux qui devraient être de mon côté. La voix du commandant s'adoucit. Je sais, petite. Mais tu as accompli quelque chose d'énorme. Crois-moi, tous ces sacrifices n'auront pas été vains. Avant de couper, le commandant ajouta une dernière phrase qui serra le cœur de Manon. Si un jour tu ne peux plus porter cet uniforme, souviens-toi que la vérité n'a pas besoin de grade. La surprise de minuit. 3 jours plus tard, une nouvelle choquante fut annoncée à la télévision. Le commissaire Durand avait été déclaré mort d'une crise cardiaque dans sa cellule. Manon regarda l'écran sans expression. Elle savait ce que cela signifiait. L'affaire serait lentement étouffée. Au fond d'elle, elle savait que Durand n'était pas mort de maladie. Il avait été réduit au silence pour qu'il ne parle pas davantage. Mais au même moment, les médias diffusaient une autre nouvelle. Le gouvernement annonçait officiellement la création d'une commission de réforme de la police, inspirée par le courage d'une agent d'infiltration qui avait refusé de se plier à l'injustice. Manon ne put retenir ses larmes cette fois. Elle ne pleurait pas de tristesse, mais parce que son combat avait enfin un sens. Un matin au marché de Saint-Denis. Quelques mois plus tard, l'atmosphère du marché de Saint-Denis avait changé. Plus de policiers arrogants, plus de commerçants craintifs. Tout se déroulait calmement, comme cela aurait dû être. Au milieu de la foule, une jeune femme aux cheveux courts et aux vêtements simples marchait, en portant un sac de courses. Elle sourit aux commerçants qui la regardaient avec étonnement. « Tiens, mademoiselle Manon !» s'exclama une maraîchère. Manon se tourna et sourit. « Ça fait longtemps, madame. Dieu merci, depuis que vous avez révélé cette affaire, le marché est tranquille. Plus personne ne vient nous raqueter, » dit la vieille dame avec un sourire ému. Manon hocha simplement la tête, acheta quelques légumes et s'éloigna. Elle ne portait plus d'uniforme, plus d'armes, mais ses yeux avaient gardé la même détermination. Une fin paisible. Cet après-midi-là, Manon était assise au bord du canal qui avait été le théâtre de sa fuite. Le vent du soir soufflait doucement, faisant frémir les feuilles. Elle regarda au loin, puis écrivit quelque chose dans le petit carnet qu'elle portait toujours sur elle. La justice, ce n'est pas gagner ou perdre. C'est choisir de se tenir du bon côté. Même si tout le monde vous dit de vous taire. Au loin, elle entendait des enfants jouer. Le ciel devint lentement orange et le soleil disparut derrière l'horizon. Manon ferma son carnet, leva les yeux au ciel et sourit. Elle ne faisait peut-être plus partie de l'institution qu'elle avait défendue. Mais dans son cœur, elle savait qu'elle respectait toujours son serment, défendre la vérité, quel qu'en soit le prix. Quelques mois plus tard, l'histoire de Manon fut utilisée comme cas d'étude à l'école des officiers de police. Personne ne sait où elle est aujourd'hui, mais beaucoup pensent qu'elle travaille toujours en secret pour son pays. Non pas avec un uniforme, mais avec sa conscience. Et dans un coin du marché de Saint-Denis,